Bonjour à toutes et à tous, heureux de vous retrouver aujourd'hui pour vous conter l'histoire d'une rencontre au sommet sur un bateau entre deux grands protagonistes de la Seconde Guerre mondiale. Alors, comme vous avez pu le remarquer, aujourd'hui nous changeons un peu de décor. Tout d'abord, car je vous propose un format vidéo au lieu des shorts auxquels vous êtes certainement plus à l'accoutumée. De plus, tout au long de cette vidéo, vous n'entendrez que ma voix, étant donné que j'ai choisi d'essayer un format podcast. Ce qui vous permet à la fois de profiter d'un moment d'histoire ensemble, tout en vous laissant une liberté d'attention et d'action dans vos tâches du quotidien. Si à la fin de cette écoute, vous estimez que ce format vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir au travers de commentaires, de j'aime ou de partages, ce qui me confortera ou non à faire suite à cette vidéo. Comme le disait si bien François Rabelais, le temps est père de vérité, c'est pourquoi je ne voudrais pas vous l'accaparer, alors commençons dès maintenant notre histoire, si vous le voulez bien. Nous sommes à l'été 1941, sur la côte est des États-Unis d'Amérique. Franklin D. Roosevelt, qui s'est fait réélire le 5 novembre 1940 pour un troisième mandat s'il vous plaît, à la tête de son pays, et il est aux anges. Les choses vont bon train, on croit en ce président, même si, pour tout vous dire, sa deuxième réélection a fait un peu jaser. On n'avait pas envie d'un dictateur comme de l'autre côté de l'Atlantique, si vous voyez ce que je veux dire. Bon, il est tout de même là, monsieur Lee Roosevelt, et il annonce, lors d'une conférence de presse, qu'il va remonter la côte atlantique à bord du yacht présidentiel. Il remonte alors tout le pays en longeant la côte. Évidemment, on se presse au bord de l'eau pour apercevoir passer le bateau présidentiel, et Roosevelt en profite pour saluer ses compatriotes en compagnie de ses proches et de ses conseillers. Mais le soir même, c'est un Roosevelt qui saute à bord de l'USS Augusta, le nom du bateau américain qui va l'amener sur une petite île. Alors, je dis il saute. Enfin, je devrais dire plutôt qui embarque, parce qu'en réalité, le président, il a beaucoup de difficultés à se tenir debout. Ce n'est plus un secret pour personne. Quelque temps auparavant, il s'était écroulé à sa sortie de voiture en se rendant à une de ses conférences. Peu importe, la tête est toujours là, avec une présence d'esprit remarquable, et c'est donc un bateau de la marine américaine qui fait cap sur la baie de Plaisance, près de Terre-Neuve. Mais pourquoi, me diriez-vous? Pourquoi cette destination alors? Eh bien, c'est parce qu'on attend un autre navire, figurez-vous, qui lui a eu beaucoup plus de peine à arriver car il vient de l'autre côté de l'Atlantique. Ce navire en question, avec toute sa garde rapprochée composée de plusieurs autres navires bien évidemment, a dû traverser tout l'océan infesté des terribles U-boats allemands, ces sous-marins qui ravageaient les mers à l'époque. Alors, ce navire, il part de la dernière poche de résistance d'Europe. Je veux bien évidemment parler de l'Angleterre. Vous l'aurez deviné, au sein de ce convoi et au sein de ces navires se trouve un certain Winston Churchill. Les deux hommes ont décidé de se donner rendez-vous pour la première fois en tête-à-tête, s'il vous plaît, et ça va être chose faite. L'USS Augusta est arrivée et regarde au loin. Les minutes passent, elles se figent même, et après quelque temps, on aperçoit un immense bâtiment battant pavillon britannique. Ce bâtiment, il perce la brume au loin, et on reconnaît le HMS Prince of Wales. Aussitôt, on jette l'ancre, les deux navires se rejoignent, tous les hommes du navire américain se mettent au garde à vous. Roosevelt, lui, se lève difficilement, il faut le dire, et cramponne de toutes ses forces la rampe du navire pour accueillir dans le plus grand respect son hôte. Son hôte qui est autre que Winston Churchill. Churchill monte à bord avec un grand sourire, il fait le salut militaire face au président américain, puis lui tend la main. Une main qui est reçue chaleureusement. Roosevelt lance à Churchill: «Je suis ravi de vous avoir à bord, monsieur Churchill», et Churchill, qui arbore son traditionnel caban, lui répond: «Enfin, nous nous rencontrons, monsieur le président». À ce moment-là, il faut bien se dire que c'est l'avenir de l'Europe, si on ne veut pas dire celui du monde, qui repose sur ces 2 hommes. Alors par la suite, les 2 hommes s'entretiennent en privé. Il faut se dire que les échanges sont cordiaux. D'un côté, Churchill sait que Roosevelt meurt d'envie de botter le derrière d'Hitler. Ça, c'est
Ce n'est une surprise pour personne et Roosevelt a une sorte de reconnaissance pour Churchill qui tient à bras le corps le dernier rempart face au nazisme. Et c'est aussi un, Roosevelt qui sait extrêmement bien la situation qui se passe en Europe. Il n'est pas dupe. Il sait que si l'Angleterre tombe, ce sera aux États-Unis de réaliser un tête-à-tête face aux Allemands et ils ne sont pas prêts. À ce moment-là, les États-Unis, il faut bien se dire que ce ne sont pas le complexe militaro-industriel que l'on connaîtra par la suite et que l'on connaît d'ailleurs aujourd'hui. Les Allemands les surpassent en tout point, hommes, avions, munitions, tanks. Bon, donc on se met autour d'une table et on discute. Mais le naturel des 2 hommes commence petit à petit à prendre le dessus. Roosevelt s'engage à envoyer tout ce que le Royaume-Uni aura besoin par la loi du pré-bail. Vous voyez, donc un Roosevelt qui fait quand même preuve de bonne foi. Cette loi du pré-bail qui aura été un labyrinthe interminable à mettre en place, mais bon, ça c'est une autre histoire. Et de l'autre côté de la table, par contre, on a un Churchill qui dit quand même qu'il troquerait bien l'aide matérielle sur le champ s'il entendait une déclaration de guerre contre l'Allemagne provenant de la bouche du président américain. Roosevelt, lui, reste stoïque, avec son positivisme habituel derrière ses petites lunettes et ce grand sourire. Il dit qu'il a les pieds et mains liés, qu'il est sur la corde raide face au Congrès des États-Unis. On a donc un Churchill qui courtise Roosevelt, et après coup, il confiera: «Aucun amant ne s'est penché avec autant d'attention sur les caprices de sa maîtresse que je ne l'ai fait avec Franklin Roosevelt». Ça, c'est du Churchill tout craché. Donc, continuons. Churchill est tranchant, il est direct, alors que Roosevelt, lui, est beaucoup plus évasif, ironique et même insaisissable, vous l'aurez compris. De là à se demander si le flegme anglais n'aurait pas traversé l'Atlantique ou la table dans ce cas présent. Mais les 2 hommes savent qu'ils ont besoin l'un de l'autre. Churchill pose la question du Japon, il évoque cette question-là. Le Japon, qui lui, à l'époque, vous le savez, lorgne sur les colonies britanniques ainsi que sur les pays sous influence américaine. Roosevelt répond: Si, à mon avis, ou encore c'est envisageable. Ça en est trop pour Churchill, il est excédé. Il a quitté un pays et un continent en feu où on a besoin de lui pour s'entendre raconter des fables. C'est trop. Mais un événement va faire mettre d'accord les 2 hommes. Cet événement, il va se trouver autour de la table sous la forme de 3 mots prononcés: priorité à l'Europe. Priorité à l'Europe. C'est le point d'ordre pour les 2 gouvernants et ils sont ravis. Ils ont trouvé un point d'entente. La fin de la journée arrive et la nuit se passe et le lendemain, c'est au tour de Franklin Roosevelt de monter à bord du navire britannique. Tous les matelots américains et anglais confondus sont sur le pont, c'est extrêmement solennel, on chante toutes les hymnes possibles et inimaginables. Roosevelt est touché au plus haut point. 2 pays qui étaient autrefois ennemis, il faut bien le dire, partagent dès à présent les mêmes valeurs et la même langue et les mêmes chants. Puis il se tourne vers son fils Roosevelt et là, c'est assez touchant. Son fils qui l'accompagne, très souvent, extrêmement souvent, tout comme sa fille d'ailleurs, qui l'accompagnera à Yalta. «S'il ne s'était rien passé d'autre au cours de notre visite, dit-il, ce moment aurait fini par nous unir», en parlant de son homologue Winston Churchill, bien sûr. Des paroles qui sont extrêmement touchantes. Il a raison, Roosevelt, il a raison de dire ça car après on signe ce qui deviendra la charte de l'Atlantique en 8 points et qui stipule notamment la renonciation à la force, la liberté des mers, le refus d'agrandissement territorial. Alors, dans le contexte actuel, dans le contexte de l'époque, devrais-je dire, c'était vraiment quelque chose, déjà rien que ces quelques points que je viens de vous citer, c'était quelque chose d'inenvisageable. Parce que, il faut se dire que l'Angleterre était quand même encore un empire. Bon, on aborde ces points et bien d'autres tout aussi emblématiques de la relation entre les 2 grandes puissances. Les 2 hommes, au-delà d'un accord, lient une grande amitié. Roosevelt dira à Churchill qu'il est heureux de vivre à la même époque que lui. Et Churchill, plus tard, dira que rencontrer Roosevelt, c'était comme ouvrir sa première bouteille de champagne. C'est ainsi que la première entrevue entre les 2 dirigeants se termine
Les deux bateaux s'éloignent, avec un Winston Churchill brandissant sa traditionnelle casquette de marin, tout en s'enfonçant dans les brumes de l'Atlantique. Les deux hommes se retrouveront bien plus tard pour une autre réunion, elle aussi au sommet, et elle aussi au bord d'une étendue d'eau, portant le nom de mer Noire. Mais gardons-nous cela sous le coude pour une prochaine fois, si vous le voulez bien. Voilà, j'espère que vous aurez pris autant de plaisir à m'écouter que j'en ai eu à vous transmettre cette histoire. Encore une fois, je vous rappelle que vous êtes les meilleurs décideurs et que si ce format vous a plu, vous pouvez me le faire savoir au travers de commentaires ou tout simplement en aimant ou en partageant la vidéo. En attendant, portez-vous bien et je vous dis à très vite.